Il faut pas mélanger des pommes et des poires. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. La Suisse dans le viseur du narcotrafic. La Suisse, longtemps considérée comme un havre de stabilité, n'échappera pas à la vague de violence liée au trafic de drogue qui secoue déjà l'Europe. C'est l'avertissement lancé récemment par Yanis Calandré, chef de la police judiciaire fédérale. Règlement de compte, armes lourdes, usage d'explosifs, plusieurs faits inquiétants ont déjà été recensés sur le territoire. Face à cette menace croissante, les autorités renforcent leur vigilance pour faire le point sur les stratégies sécuritaires déployées dans le canton de Vaud et à Lausanne. Nous recevons ce matin Jean-Christophe Sautrel, porte-parole de la police cantonale vaudoise, et Pierre-Antoine Hildebrandt, municipal en charge de la sécurité à Lausanne. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour, soyez les bienvenus sur M le Média. Merci d'être avec nous. Merci Mike Pérez également d'être là ce matin pour vous poser quelques questions, décrypter un petit peu le sujet. J'ai presque envie de dire un petit peu d'en débattre, puisque effectivement il y a quand même quelques inquiétudes qui tournent suite à la parution de cet article récemment. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, Monsieur Sautrel là, est-ce qu'on n'est pas loin, on n'est quand même pas dans le Bronx à New York. Globalement, on est relativement loin de la problématique des banlieues de Marseille, mais par contre, on a des nouveaux phénomènes qui apparaissent depuis 2-3 ans maintenant, avec un début d'implantation des banlieues françaises, de la région de Lyon, d'Annemasse, Grenoble notamment, qui viennent alimenter des jeunes mineurs, jeunes adultes qui vivent souvent encore chez leurs parents, qui s'adonnent à du trafic de produits cannabiques, puisque c'est principalement ça, avec de la vente qui se fait à travers les réseaux sociaux, que ce soit Telegram, Snapchat ou d'autres, et puis qui alimentent finalement leur réseau autour d'eux de manière assez locale. Et ces jeunes petits dealers suisses deviennent très vite dépendants de leurs fournisseurs français, qui leur mettent de plus en plus de pression. Ils sont des fois victimes de vols de marchandises et donc sont plus en capacité de rembourser leurs grossistes. C'est souvent d'ailleurs les grossistes qui organisent ces vols pour pouvoir avoir encore plus de pression sur ces gens et les inciter à vendre toujours plus, à leur fournir aussi après des drogues dures. Donc on voit qu'on a un système bien rodé qui correspond finalement à ce qui se passe aujourd'hui dans les banlieues françaises. On a vu aussi en Valais l'affaire de Sierre qui montre qu'on a ces réseaux locaux qui s'organisent. Et les principales victimes ne sont pas la population d'une manière générale, c'est pas les gens qui sont en danger, mais par contre les revendeurs mineurs, jeunes adultes suisses et leur entourage direct peuvent faire l'objet de pression. On a eu des cas de violence, on a eu des cas d'enlèvement aussi, pour faire pression sur ces jeunes vendeurs par ces délinquants français. Donc la Suisse, est-ce qu'elle est plus perçue comme un pays de simple pays de transit finalement? Elle est devenue une zone d'action direct pour ces réseaux finalement, c'est ce que vous êtes en train de dire quand même. En matière de consommation de drogue, je crois qu'il faut être très clair. La Suisse est un pays qui a un gros pouvoir d'achat avec quand même une part importante de consommateurs de différentes drogues, que ce soit des drogues de synthèse, de la cocaïne. L'héroïne est en forte diminution, la cocaïne est en augmentation, mais aussi tout ce qui est des dérivés du cannabis. Donc on voit on est dans une situation où en Suisse les gens consomment clairement des produits stupéfiants et les analyses qui sont faites sur les eaux usées dans les villes le montrent, malheureusement. Oui. Monsieur Hildebrandt, du côté de Lausanne, vous faites un constat, j'imagine, similaire à celui-ci, mais sur un point de vue local, puisqu'on parle que de Lausanne, là, en façon de parler, entre guillemets. Le constat est le même pour vous? Le constat est exactement le même. Il y a cette crainte du mimétisme par rapport à des bandes. On a eu la chance en Suisse pendant longtemps d'avoir un marché de la drogue qui était exempt d'armes, exempt de relativement préservé de la violence. Et évidemment, si on entre dans une zone où il y a des guerres de territoire, s'il y a du chantage qui s'exerce sur des vendeurs, la situation peut assez vite dériver. Le message, il est aussi de prévention. C'est de dire que si des personnes sont entrées dans un engrenage, on est aussi là pour les aider. Parce qu'on voit comment le mécanisme est fait. Ça a été dit, un jeune vendeur est mis sous pression en se faisant voler la marchandise, souvent par ceux-là même
eux-mêmes qui l'ont fourni, évidemment qu'il ne le sait pas, et il est pris dans un engrenage où il peut plus s'en sortir, mais les autorités sont là parce qu'elles font aussi la part des choses entre des gros trafiquants et puis des petites mains qui se laissent prendre dans cette spirale. Ouais, mais on parle quand même là, dans l'intro et sur l'article de ce monsieur de la police fédérale, qui disait quand même qu'il y avait de la présence d'armes lourdes et d'explosifs sur notre sol. Ça, vous le constatez aussi? Ça, c'est hyper inquiétant quand même. Il faut être très clair. Actuellement, en tout cas, dans ce milieu-là, et parmi ces jeunes trafiquants suisses, on n'en est pas encore à des gens qui sont armés de Kalachnikov ou en possession d'explosifs. Globalement, en Suisse, c'est des phénomènes qui peuvent arriver. Par contre, on a des gens qui parfois sont armés. On a eu des cas qui se sont mal terminés avec des décès. Donc oui, il y a des fois des règlements de compte dans ce milieu-là, ça peut arriver, mais on est encore heureusement relativement loin de ce qui se passe dans les banlieues des grandes villes françaises. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Donc, et on le voit quand on intervient dans ces milieux, quand on identifie ces petits trafiquants, pour ces victimes-là, victimes entre guillemets, c'est les auteurs de trafic, mais c'est des gens qui sont soulagés quand on intervient, parce qu'ils étaient pris dans un engrenage et ne savaient plus comment s'en sortir. Et donc l'intervention de la police est considérée comme un soulagement pour ces jeunes. Jean-Christophe Sautrel et Pierre-Antoine Hildebrand, nos invités ce matin. On en continue de parler de ce sujet juste après cette toute petite pause. Vous ne bougez pas, vous restez avec nous. Messieurs, il ne faut pas mélanger des pommes et des poires. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important, c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. La Suisse n'est plus à l'abri des violences liées au trafic de drogue. Les premiers signes sont déjà là. Règlement de compte, armes lourdes, explosifs. Pour décrypter la situation et les mesures prises, nos invités ce matin sur le plateau, Jean-Christophe Sautrel de la police cantonale vaudoise et Pierre-Antoine Hildebrand, municipal à Lausanne. Ils sont nos invités pour nous aider à décrypter et à tout comprendre sur ce sujet bien compliqué, Mike Perez. Oui, après avoir lu l'interview de Yanis Karl-André, le chef de la police judiciaire fédérale, qui était plutôt un peu alarmiste, j'avais besoin d'être rassuré et c'est pour ça qu'on vous a fait venir sur ce plateau. Ce que je retiens effectivement de cette première partie de l'interview, c'est de se dire, voilà, si vous êtes confronté à ce problème-là, il ne faut pas hésiter à en parler. La police, elle est aussi là pour régler le problème, pas uniquement pour vous ennuyer. Et puis j'ai envie d'être rassuré quand même en me disant, effectivement, il y a peut-être des règlements de compte entre les personnes concernées, mais est-ce qu'il y a des dommages collatéraux? C'est ça, parce que la population, c'est ça dont elle a peur, c'est que ce qui peut se passer dans le quartier ne nous affecte pas directement. Est-ce que vous pouvez nous rassurer par rapport à ça? On a assez peu de conséquences directes, de violences directes pour la population tierce, celle qui n'est pas mêlée au trafic, mais il y a quand même une conséquence tierce, c'est cet argent qui finalement échappe au contrôle légal et qui alimente une autre économie, une économie parallèle. Et ça, c'est une des conséquences bien connues du trafic de drogue, c'est que ça contamine, ça pourrit d'autres domaines avec des phénomènes de blanchiment. Et ces éléments-là, il faut aussi les combattre. On les combat en partie en sortant des marchandises du marché illégal et puis veiller à ce que la lutte anti-blanchiment ait aussi pleinement sa place dans la panoplie du travail de la justice. Alors quelles mesures on peut prendre alors justement pour lutter contre ça, la légalisation notamment, Alors il y a des démarches en cours qui visent à établir un nouveau modèle pour ce qui est du cannabis, parce qu'on a vu les narcotrafiquants en France sont très actifs dans ce domaine-là, et c'est une des craintes que l'on a, c'est cette translation en Suisse. Il y a ce projet pilote dans les grandes villes suisses, et on arrive assez rapidement à prendre 10% du marché, voire plus, avec des très gros consommateurs qui sont contents finalement d'avoir un approvisionnement légal, contrôlé, certifié, et ils savent que leur argent ne va pas alimenter ces trafics. Ça marche, M. Sautrel ? Alors, globalement, oui, ça fonctionne clairement. Après, la problématique de la consommation et du trafic de drogue doit se prendre dans son ensemble. C'est pour ça qu'on a une politique des 4 piliers, avec aussi de la prévention, avec une prise en charge sociale, et puis une diminution du risque avec la problématique de la répression. Et puis, on va continuer à travailler sur les réseaux d'approvisionnement. On interpelle régulièrement des mules qui importent de la cocaïne, notamment, voire d'autres drogues chez nous. Si je prends les saisies
saisis en 2024, on est à près de 230 kilos de hashish, 81 kilos de marijuana, on est à 27 kilos de cocaïne, 6 kilos d'héroïne qui ont été saisis. Ce qui a été établi comme trafic est encore beaucoup plus élevé. Donc il faut travailler sur tous ces domaines, et puis on doit aussi prendre en charge socialement et en termes de santé publique les consommateurs et les consommatrices. Puisque tant qu'on aura des consommateurs, on aura des vendeurs. Tant qu'il y aura des vendeurs, il y aura des consommateurs. On a aujourd'hui un marché sur le plan économique qui s'est effondré. La boulette de cocaïne de 0,2 grammes se vend à moins de 10 francs. Au jour d'aujourd'hui, en Suisse romande, d'une manière générale, et à Lausanne en particulier. Donc c'est vrai que ce sont des prix qui sont très très attractifs pour les consommateurs. Donc il y a vraiment une prise en charge globale qui est nécessaire, et la répression seule ne résoudra pas ce problème. Le cadre légal suisse est-il encore adapté finalement à la réalité du terrain ? Est-ce qu'il faut au contraire justement durcir un peu plus, notamment l'aspect juridique, ou alors il faut peut-être relâcher un petit peu ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, ce qu'on a constaté, c'est que finalement le tribunal fédéral, à travers des arrêtés, a d'une certaine manière libéralisé la consommation de cannabis, mais sans qu'il y ait une véritable décision politique. Et c'est là où il y a un peu un décalage, puisque si on avait une vision politique de libéralisation, on aurait fait de la prévention. Alors on fait de la prévention, mais pas à hauteur. On le voit avec la cigarette ou l'alcool qui est interdit pour certaines catégories d'âge. Il y a des campagnes de prévention, de sensibilisation qui accompagnent. Et puis là, on a la justice qui prend des décisions sans pour autant qu'il y ait une prise de conscience politique qui permet d'accompagner finalement tout ce dispositif par de la prévention. Donc il faudrait pouvoir travailler maintenant sur, si on veut une libéralisation, il faudra mettre en place des campagnes de prévention très clairement. Mais justement, alors, M. Hildebrand, en termes de prévention, quelles actions finalement sont menées ? Alors il y a quand même des actions qui sont faites dans les classes, puisque l'idée c'est d'éviter que les plus jeunes entrent et consomment différents produits. On sait que l'adolescence, la vie de jeune adulte est celle où on fait des expériences, malheureusement, en tout cas pas que des bonnes expériences. Cette prévention-là, elle est faite. Et c'est vrai qu'il n'y a pas, comme ça a été dit, une vision claire de l'ensemble de la situation. Je sais que les chambres fédérales travaillent sur un projet. Est-ce qu'il faut travailler avec les pharmaciens ? Est-ce qu'il faut travailler avec des vendeurs agréés ? Est-ce qu'il faut un monopole public ? Comment est-ce qu'on va régler les choses pour les mineurs ? Comment est-ce qu'on va contrôler la provenance des produits ? C'est ce qui est en cours de test à Zurich, à Lausanne, à Genève, et on regarde un peu comment ça se passe. On voit aussi que l'aspect prévention, comme dans d'autres domaines, il est lié aussi au prix. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre les prix du marché illégal, tout en maintenant un effet dissuasif pour pas que les personnes ne deviennent complètement dépendantes de façon régulière. Comment on en est arrivé là, aujourd'hui ? C'est inquiétant quand même. Se dire que finalement, on va devoir légaliser des produits qui étaient illégaux. Là, aujourd'hui, on devient presque finalement les politiques deviennent presque des leaders, des dealers, à quelque part. Je crois que ce qui se passe, c'est que la politique suit les mœurs et pas l'inverse. Aujourd'hui, on est confronté à de nombreuses populations qui recourent à différents stupéfiants. Pour certains, ils sont légaux et ils sont socialement acceptés. Pour d'autres, ils sont clairement illégaux avec d'autres difficultés. Et puis il y a des personnes qui ont des comportements problématiques, que ce soit avec des produits légaux ou illégaux. Maintenant, la police, on peut pas régler tous les problèmes de la société uniquement avec du droit pénal. Ça, il faut aussi sortir de cette idée. Le droit pénal est vraiment la dernière sanction, la limite absolue, et c'est déjà compliqué de faire respecter toutes les règles. Et chaque fois se dire un problème, une loi pénale, c'est pas comme ça qu'on peut résoudre les choses. Alors faut-il s'attendre à une intensification des violences urbaines liées à ces réseaux-là ? Parce que là, évidemment, ils vont pas se laisser faire avec tout ce que vous venez de nous expliquer. Ça va aller un petit peu les énerver encore un peu plus. Donc ça va. Est-ce qu'il n'y a pas l'effet justement boomerang finalement qui risque ? En tout cas, c'est pas ce qu'on constate. Et si on prend le deal de rue en matière de cocaïne, qui crée un fort sentiment d'insécurité parmi la population, parce que c'est des gens qui sont visibles, des gens qui sont un peu insistants dans la vente, qui crée d'ailleurs aussi ce sentiment d'insécurité auprès des commerçants, parce que ça crée une gêne en milieu urbain. Ce ne sont pas des gens qui sont
violent vis-à-vis de la population. Donc il n'y a pas un risque objectif pour la population en termes de sécurité publique. Ça, il faut être très clair. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bagarres, qu'il n'y a pas des conflits entre eux, qu'il n'y a pas que la police ne doit pas intervenir dans certaines situations. Donc je pense qu'en termes de sécurité publique, objectivement, on n'est pas dans une situation qui aujourd'hui est alarmante. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas suivre ces phénomènes, qu'on ne doit pas les observer, puis si possible, les anticiper. C'est aussi pour ça que Yanis Calandré a pris cette position très claire pour dire mais on doit être attentif à ces phénomènes. On voit qu'autour de nous, il y a des situations, on le voit à Marseille par exemple, qui est devenue ingérable, ou en tout cas difficilement gérable pour la police. Donc il faut qu'on évite d'en arriver là et donc on doit prendre des mesures. En même temps, on a aussi une politique d'intégration de manière globale en Suisse qui fait qu'il n'y a pas de zone de non-droit. Et c'est tout ce qui a été mis en place depuis la Plattspitze pour éviter ces zones de non-droit où la police ne peut pas intervenir. Et dans le canton de Vaud, en Suisse romande, respectivement en Suisse d'une manière générale, on n'a pas ces zones de non-droit. Donc c'est quand même plutôt rassurant. Chez nous, tout est sous contrôle encore. C'est un terme que j'aime pas utiliser parce qu'on peut avoir un problème demain et puis mais par contre on est là, on est présent, on peut aller partout en Suisse, on peut n'importe où à Lausanne, on peut envoyer une patrouille de 2 policiers à pied sans qu'ils risquent leur vie en permanence. Il n'y a pas d'endroit où la police ne peut pas intervenir dans le canton de Vaud et ça je pense c'est plutôt rassurant. Donc on est encore bien chez nous. Ah, si on regarde le film Bac Nord, évidemment qu'on a encore un peu de mal. Moi j'aimerais répéter ce qui était dit au début, y compris pour des parents qui ont tout d'un coup l'impression que les choses se passent mal pour leurs jeunes adolescents ou jeunes adultes. C'est que la police est vraiment là aussi pour les aider. Et il vaut mieux intervenir tôt pour essayer de sortir et d'éviter cette pyramide qui finalement met sous pression et gâche des années et des années de vie pour de jeunes personnes. Messieurs, vous qui êtes sur le terrain, très franchement, vous êtes inquiets aujourd'hui ? Quel est votre état d'esprit finalement face à tout ce qu'on a entendu ? Là, ce monsieur de la police fédérale a donné quand même un bilan assez alarmiste quand même, donc il y a de quoi s'inquiéter. Vous, votre avis par rapport à ça ? Je ne parlerai pas d'inquiétude. Il faut se préoccuper des problèmes qui peuvent survenir chez nous. Il faut essayer de les anticiper, puis adapter nos dispositifs et nos mesures, que ce soit dans le domaine de la prévention, la présence dissuasive. Et puis, on a une police qui est complètement intégrée dans la société, qui est au contact de la population. Les gens ont confiance dans leur police en Suisse et dans le canton de Vaud. Et donc, comme l'a dit M. Hildebrand, il est important que les gens n'hésitent pas à appeler la police, à entrer en contact, y compris s'ils ont des problèmes plus personnels, mais essayer de les partager. Donc, pas d'inquiétude, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préoccuper de l'évolution future. Même si on a, on va dire, des choses à se reprocher, entre guillemets, finalement, mieux vaut intervenir à ce moment-là que plus tard, quand ce sera trop tard. Ben voilà, c'est souvent ça le problème, c'est que ces gens sont vite enfermés dans un système et puis l'idée c'est d'en sortir. Et comme je l'expliquais, ces jeunes, quand la police intervient, sont plutôt soulagés parce que c'est plus facile de discuter avec la justice et avec la police qu'avec certains délinquants qui viennent des banlieues françaises. On voit Lausanne, même constat, M. Hildebrand. Oui, une partie de la criminalité, elle s'exerce entre criminels, et évidemment, la justice fait la part des choses entre des narcotrafiquants et des petites mains, des personnes en bout de chaîne qui connaissent des défaillances. Quand même, on voit que Grenoble, c'est pas très loin, on a Marseille aussi, et donc on doit être très attentif. Une grande partie des morts qui ont eu lieu en France, c'est des guerres de territoire, évidemment, qu'il faut tout faire pour qu'on n'ait pas ce genre de dérive ici. Donc on a bien compris, la police est là aussi pour aider, on a bien compris. Encore faut-il s'adresser aux bons policiers, parce qu'il y a vous avez vu cette transition ? Non, parce que apparemment là vous aviez celui qui vient sonner à la porte, il faut se méfier. Effectivement, il faut faire attention parce qu'il y en a qui s'amusent. On a cette fameuse arnaque du faux policier, faux banquier qui vise des personnes âgées, 75, 80 ans et plus, qui sont contactées par téléphone sur les lignes fixes. C'est aussi un élément qui est intéressant de se le rappeler. Et puis ces personnes âgées sont mises sous pression parce que le policier au bout du fil parle d'un problème de détournement du compte bancaire qui va être vidé. Il faut prendre des mesures tout de suite, sinon vous n'aurez plus rien. D'ailleurs, un de mes collègues va passer vers vous et dans les minutes qui suivent, il y a un policier.
qui est un faux policier, mais qui sonne à la porte, qui présente son téléphone avec une soi-disant carte de police, et puis qui va récupérer la carte, les codes, qui va même demander à la personne si elle n'a pas encore du cash ou des bijoux pour mettre tout ça en sûreté. Et au final, l'objectif, c'est de vider les comptes de la victime. Et c'est un phénomène qui a explosé depuis maintenant une année et demie. On a eu pour 3,7 millions de préjudices en Suisse romande en 2024. Et le début de cette année, on est déjà à 2,5 millions de préjudices. Donc il y a des gens qui perdent plusieurs dizaines de milliers de francs, voire des fois encore plus. Alors on a inversé la tendance, puisque aujourd'hui on a encore un tiers de cas réalisés pour 2 tiers de tentatives, mais il y a encore beaucoup trop de victimes. Et ce qui est important, c'est que souvent les personnes âgées ne peuvent pas réagir, parce qu'elles sont mises sous pression. Donc c'est l'entourage qui doit réagir, c'est le personnel du CMS. Ils vont même aller jusque dans les EMS, des fois rencontrer ces gens, donc dans des endroits où ils sont normalement encadrés par du personnel. Donc vraiment, parlez-en autour de vous, parlez-en à vos aînés, à vos parents. C'est à faire, c'est en parler finalement, parce qu'on ne peut pas réagir sur le moment, ils nous prennent un petit peu au dépourvu, c'est ça que vous êtes en train de dire, et sous pression. Tout à fait. Là, c'est une technique qui fonctionne malheureusement très bien, c'est qu'on met la victime sous pression de manière à ce qu'elle ait plus le temps de réagir. On appelle ça, c'est des appels chocs. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, il y a une situation qui est très grave pour vous, vous devez réagir tout de suite. Et en plus, c'est la police. Donc, c'est aussi une génération qui fait confiance à la police et donc qui n'ont pas souvent le recul pour dire, non, là, c'est pas un policier. En plus, quand on voit de la manière dont ils s'expriment, comme ils sont habillés, il n'y a pas une vraie carte de police. Mais de toute façon, d'une manière générale, la police ne va jamais aller chez les gens pour récupérer la carte bancaire, les codes et les valeurs. Et la banque non plus. Et la banque non plus. Comment agir si ça arrive? Il faut tout de suite appeler la vraie police, du coup. Oui, faire le 117, tout de suite. Ce qui nous permet d'ailleurs d'interpeller les gens. En Suisse romande, depuis le début de l'année, c'est plus d'une centaine d'auteurs qui ont été interpellés et donc dénoncés. Mais on voit que le phénomène est très important aujourd'hui. Monsieur Lebrun, vous vouliez réagir par rapport à ça? Je peux que dire la même chose, parlez-en à vos proches, et puis vraiment cette idée de jamais rien confier à des tiers, même s'ils sonnent à la porte, même si ils expliquent que c'est urgent, c'est pas comme ça qu'on bloque une carte et un compte. Ce qui est terrible, c'est de se dire que malgré le fait qu'on prévienne nos parents, nos grands-parents, malgré tout, ils se font avoir, même s'ils ont été prévenus, parce qu'ils sont effectivement mis sous pression et que ces gens-là, ils savent très bien comment les manipuler. On a une victime de 91 ans qui est la grand-maman d'une de nos collaboratrices qui avait été informée et tout, et puis elle est tombée dans le panneau, elle a perdu de l'argent, et puis après elle expliquait que oui, ça s'est passé exactement comme tu me l'as expliqué. Mais mise sous pression, elle n'a pas été en capacité de dire non. Et donc c'est aussi pour ça que l'entourage est très important, de réagir immédiatement. Les voisins aussi, il ne faut pas hésiter à appeler s'il y a un doute, de faire le 117 et puis on enverra une patrouille. Effectivement. Merci Jean-Christophe Sauterelle, merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci beaucoup Pierre-Antoine Hildebrandt aussi d'être venu ce matin. On vous souhaite effectivement une belle journée. On vous retrouvera en podcast et en image sur le site mlemedia.ch et j'espère vous revoir bientôt pour parler de choses plus sympas peut-être. Où tu veux. Comme